Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo. 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique, parlementaire avec Katia Guilder. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Actualité encore une fois très chargée avec le bilan du deuxième tour des élections départementales. Large victoire de la droite UMP-UDI, le PS et la gauche subissent une lourde défaite. Le FN s'implante sur le territoire mais ne gagne pas de département. Un an, Manuel Valls fête son premier anniversaire à Matignon. Drôle de journée pour le Premier ministre cette semaine qui a tenté de contenir la grogne des socialistes tout en donnant des gages aux écologistes et en répondant aux attaques de la droite. Enfin, le Sénat a ouvert le débat sur la lutte contre la prostitution. Le texte voté au Sénat est à l'opposé de celui voté à l'Assemblée en 2013. Principal changement, le client ne sera plus pénalisé. Et cette semaine, nous accueillons François Lamy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Parlement Hebdo. Vous êtes député socialiste de la 6e circonscription de l'Essonne, dont on a parlé cette semaine, ancien ministre de la Ville, proche de Martine Aubry. Beaucoup d'actualités pour vous, mais je vous propose d'abord d'écouter ce que disent de vous certains de vos collègues au micro d'Aurélien Idéal. Écoutez. Je pense qu'il a visiblement beaucoup de mal à s'émanciper de Martine Aubry. On peut lui reconnaître le mérite de la fidélité. Mais je trouve qu'il s'enferme effectivement dans un rôle d'apparatchik, de porte-flingue, d'homme parfois des mauvais coups. Porte-flingue ne me paraît pas un mot très sympathique et en tout cas moi qui étais au gouvernement avec François Lamy, je ne l'ai jamais vécu comme cela. Se méfier des mots sur les uns ou sur les autres. François Lamy est un ami de Martine Aubry. Je crois surtout qu'il a l'intention d'être maire de Lille. Donc c'est pas le travail d'un porte-flingue. C'est pas le rôle d'un porte-flingue, ça vous colle à la peau cette Non, image. mais le mot... C'est Martine Aubry à qui oui. vous colle à la peau en fait. Oui, mais ça c'est assez logique, puisque c'est vrai que j'ai une très grande proximité politique avec elle, que je travaille avec elle depuis 15 ans, donc moi je revendique cette proximité. Après, le mot de porte-flingue, il est un peu... je veux dire, c'est une image de la politique qu'on essaye de donner. Non, moi j'essaye surtout... à la fois, j'ai la même conception qu'elle de la politique, à la fois pas forcément théorique, mais très pratique, très concrète, et puis assise sur des valeurs et des convictions. On est capable de bouger en fonction de l'environnement et de la société dans laquelle on vit, quoi. Bon. Mais on reste quand même ancré l'un et l'autre sur nos valeurs. Bon, on va beaucoup en parler, de Martine Aubry en filigrane, aussi en opposé peut-être avec Manuel Valls. On va en parler pendant notre émission, mais on commence avec le bilan du deuxième tour des élections départementales. Et nous sommes lundi. Alors la carte de France, elle est assez simple, ça passe du rose au bleu, en tout cas majoritairement. Voici la nouvelle couleur de la carte des départements. On voit ça, bilan de ce deuxième tour avec François Goulin. Ces élections sont une défaite cuisante pour le gouvernement. Défaite politique et personnelle pour François Hollande et Manuel Valls. Leurs fiefs respectifs, la Corrèze et l'Essonne, basculent à droite. Au total, 25 départements changent de main. Très rapidement, le Premier ministre a reconnu un échec incontestable. La gauche, trop dispersée, trop divisée au premier tour, connaît un net recul malgré les bons bilans des exécutifs départementaux. Les appels à la mobilisation républicaine ont été entendus, mais les scores très élevés, beaucoup trop élevés, de l'extrême droite restent plus que jamais un défi pour tous les républicains. Le FN peut en effet revendiquer un score historique aux élections locales, passant d'un seul conseiller départemental à 62 aujourd'hui, mais sans pour autant remporter de département. Je suis désormais à la tête du seul mouvement d'opposition véritable au pouvoir en place. Libre et indépendant, le Front National s'oppose à l'UMPS, dont chacun a pu voir avec ces élections qu'elle est une réalité indiscutable. Le grand gagnant de ce scrutin est donc la droite qui détient désormais 2 départements sur 3 et remporte des bastions historiques du PS comme les Côtes-d'Armor ou les Bouches-du-Rhône à gauche depuis plus de 60 ans. Pour Nicolas Sarkozy, ce résultat montre le rejet des Français pour le gouvernement en place. Jamais un pouvoir en place n'avait suscité une telle défiance et un tel rejet. Au fond, jamais. Une politique n'avait autant incarné l'échec à tous les niveaux. Et je le redis ce soir, l'alternance est en marche, rien ne l'arrêtera.
Après cette déroute départementale, le Parti socialiste va devoir faire son autocritique et se rassembler car se profilent déjà les régionales en décembre prochain, le dernier test électoral avant les élections présidentielles de 2017. Alors pour analyser un petit peu ce scrutin, certains disent manque d'union à gauche, disent vote sanction, mais le constat que l'on fait, c'est qu'il n'y a pas forcément une envie de plus de gauche après ces élections départementales. Mais là, il y a toujours plusieurs facteurs dans une victoire comme dans une défaite d'ailleurs. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu de la division à gauche, mais en même temps, d'abord ça n'explique pas tout, parce que là où il n'y a pas eu division à gauche, dans un département que je connais bien, qui est celui de l'Essonne, il y a eu accord à gauche. Bon. Donc il y a eu un bon premier tour, mais un mauvais deuxième tour. Bon, donc ça n'a pas suffi. Cette division à gauche, elle a des causes, et il faut qu'on travaille sur ces causes. S'il y a des électeurs qui ne se reconnaissent pas, qui ne sont pas électeurs socialistes, qui ne se reconnaissent pas dans les candidats socialistes, voire même quand ils étaient alliés avec des candidats verts, c'est qu'il y a un problème politique. Et donc il faut qu'on soit en capacité de les gérer. Un problème à gauche, on a l'impression que le Parti socialiste n'arrive plus à mobiliser ses électeurs. Et vous savez que, pour les compter oui, enfin, le Parti socialiste, il est quelque part l'image de la politique de la gauche en général, et tout particulièrement aussi de la politique gouvernementale. Il y a eu indéniablement une volonté de sanction de la politique du gouvernement, là encore, qui est des fois juste, des fois injuste, bon, mais qui est réelle. Oui, mais comme si le message était vous êtes coupé du peuple, vous êtes coupé du peuple. Oui, il y a des endroits où effectivement peut-être qu'il y a eu un peu d'usure, mais je crois que c'est pas suffisant. Il y a une profonde détresse d'une partie des classes populaires. Il y a, vous savez, il se rappelle quand même que le slogan de la campagne présidentielle, c'était le changement, c'est maintenant. Bon. Et comme il n'y a pas depuis 3 ans de résultats tangibles par rapport à la crise qu'ils vivent. François Hollande, donc responsable de cet échec? Mais on est tous responsables. Mais si on vous entend, le programme de la gauche, c'était le changement, c'est maintenant. Vous dites qu'il n'y a pas eu ce changement. Le changement a été incarné par François Hollande. Pourquoi il n'y a pas eu ce changement? Parce que d'une part, effectivement, on a certainement sous-estimé la gravité de la situation dans laquelle se trouvait à la fois le pays et les finances publiques. Donc ça a été beaucoup plus compliqué. On a assez peu mesuré peut-être la faiblesse de notre appareil productif, des entreprises de ce pays, pas assez compétitives, qui n'étaient pas en capacité de se battre. La question que vous posez était bien sûr François Hollande, vous l'avez compris. Oui, mais j'ai bien compris, mais lui aussi, bien entendu. Je pense que quand il s'exprimera, il le dira certainement. Il a forcément aussi sa part de responsabilité, comme moi-même qui ai été ministre du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Est-il le candidat naturel pour 2017 ? Pardon ? Est-il le candidat naturel de la gauche pour 2017 ? Bien sûr que François Hollande est le candidat naturel de la gauche pour 2017. D'abord parce que c'est 5 ans. Il en reste encore 2 devant nous. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que ce quinquennat est perdu. Bien au contraire. Il s'est fait de grandes réformes. Il peut encore s'en faire d'ici là. Et puis surtout, on peut avoir des résultats sur le principal terrain sur lequel les Français nous attendent, à savoir le terrain économique et social, et tout particulièrement sur le front de l'emploi. Si on parle de primaire à gauche, vous seriez pour, vous ? Moi, François Hollande. Je pense qu'un primaire, c'est un élément dynamique pour pouvoir gagner. En même temps, nous avons le président sortant. Voilà. Et il a des responsabilités qui ne sont pas celles d'un candidat de l'opposition. Il va falloir qu'il gère à la fois le pays, mais aussi la situation internationale, où les crises peuvent être très donc pas besoin de primaire. Et donc moi, je ne considère pas que ce soit très utile de mettre en situation de faiblesse et de fragilité le président de la République. Donc pas de primaire. Moi, je suis je ne suis pas pour qu'il y ait une primaire à gauche, surtout que cette primaire, elle n'est utile que, et c'est ce qu'on a fait la dernière fois d'ailleurs, que lorsqu'elle permet le rassemblement. Voilà. J'ai plutôt l'impression que s'il y avait une primaire fin 2016, y compris étendue à toute la gauche, elle ne se déroulerait pas forcément dans les mêmes conditions. Alors, on va passer à mardi, message bien compris. Puisque cela fait déjà un an que Manuel Valls est à Matignon. Le Premier ministre était omniprésent à l'Assemblée le matin devant le groupe socialiste pour encourager ses troupes, puis dans l'hémicycle lors des questions d'actualité où il a pris le micro à plusieurs reprises. Pour fêter sa première année à la tête du gouvernement, Manuel Valls s'est offert une journée chargée. Interview matinale post-défaite électorale, et pour lui souhaiter un bon anniversaire, on lui demande s'il ne devrait pas quitter Matignon. C'est parce que les Français attendent et me demandent. Ils me demandent de rester au poste, de les écouter et de continuer l'action pour l'emploi.
Parler emploi pour se projeter plutôt que de ressasser la défaite de dimanche. Mais Manuel Valls a aussi une majorité à gérer. Direction le groupe socialiste à l'Assemblée pour éviter que les frondeurs ne prennent trop d'importance, avec un mot-clé relayé par Claude Bartolone. Il y a une nécessité, je me répète, d'un rassemblement des socialistes. Et pour rassembler, quoi de mieux que de s'adresser aux autres forces de gauche, dont les écologistes, pour tenter de les rallier à la cause gouvernementale. Ce fut le cas aux questions d'actualité. La place des écologistes, elle est dans la majorité, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, elle est pleinement au gouvernement, c'était le cas il y a 1 an. Et pourquoi pas en profiter pour tacler la droite qui, elle aussi, se pose la question de son maintien à la tête du gouvernement. Le résultat de dimanche, monsieur le Premier ministre, c'est votre échec. C'est vous qui avez hystérisé la campagne. Je vais vous rassurer, je reste et j'assume pleinement mes responsabilités. Et c'est ainsi, monsieur Jacob, si vous voulez un vrai débat pour les Français, si nous voulons sortir de cette crise politique que traduit aussi le nouveau paysage politique et l'abstention, vous devez vous découvrir, présenter un vrai projet aux Français. Avec en ligne de mire les élections régionales de décembre prochain, en cas de nouvelle débâcle électorale, pas sûr que Manuel Valls pourrait fêter son 2e anniversaire à Matignon. Manuel Valls, les Français me demandent de rester, dit-il. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre a encore des soutiens ou que c'est plutôt un homme seul ? Non, mais je crois pas. Je crois que le Premier ministre a raison. Les Français n'ont pas voté pour dire tout d'un coup au départemental il faut changer le Premier ministre. Le sujet n'est pas là. Le sujet, comme l'a dit Manuel Valls, c'est le contenu de notre politique et surtout les résultats que cette politique. Mais il ne veut pas en changer. Il veut maintenir le cap. Il l'a dit. Oui, j'ai cru sentir. De la défaite. J'ai cru sentir quand même cette semaine qu'il y avait une volonté du gouvernement. Ça a été fait d'ailleurs avec l'annonce du séminaire gouvernemental de mercredi prochain. Vous voyez là un signe ? Oui, j'y vois un signe d'écoute des Français, un signe d'écoute aussi de ce que peuvent dire certains au Parti socialiste, entre autres, sur le fait que, comme Martine Aubry, comme bien d'autres, sur le fait que, à l'intérieur de la politique économique du gouvernement, il faut peut-être rééquilibrer vers plus, être peut-être plus volontariste sur la question qui est une question majeure pour notre pays, à savoir l'investissement public, l'investissement privé, que nos entreprises soutiennent bien les bonnes entreprises pour pouvoir soutenir la croissance. On a un petit frémissement. Il y a un petit signe. Il a été réceptif. Qui est lié à 2 facteurs, on le sait, c'est la baisse de l'euro et la baisse des prix du pétrole. Donc, oui, mais ça c'est conjoncturel. Oui, c'est conjoncturel, mais on voit tout d'un coup qu'effectivement c'est plutôt la consommation actuellement qui soutient l'économie, qui soutient la croissance. Mais ce signe, on va arriver à une croissance qui va être trop faible. Bon, donc il faut continuer. C'est grâce au gouvernement, ce signe ? Ce petit signal, cette petite reprise ? Bien sûr, il y a aussi des signes qu'a pu donner le gouvernement et puis un soutien aux entreprises. Le problème, c'est que ce soutien n'a pas été ciblé et pas été suffisamment équilibré pour qu'il y ait des contreparties en termes de création d'emplois, en termes de formation, en termes d'investissement. Et c'est ça qu'on attend actuellement, parce que la croissance française, pour qu'elle commence à produire de l'emploi, il faut qu'elle soit plus haute. Bon. Et je prends un exemple, la question des collectivités locales. On a appris la semaine dernière que si le déficit était réduit, c'est parce qu'il y avait eu 4,7 milliards d'investissements en moins de la part des collectivités locales. Ça touche directement l'emploi de proximité, l'emploi non délocalisable. Et ça, il faut qu'on arrête. Il faut Donc si je comprends bien, et si je résume un tout petit peu, François Lamy, vous dites, il y a eu un signe cette semaine envers ceux qui prônent un changement ça bouge un peu. De ligne. Voilà, moi j'attends maintenant, on attend de voir quelles vont être les propositions concrètes du gouvernement, mais c'est vrai que si le gouvernement décide de rééquilibrer sa politique économique pour la flécher beaucoup plus sur l'investissement public, l'investissement privé, de façon à aller chercher les points de croissance, alors on sera plutôt dans vous attendez, une meilleure direction. Vous allez meilleure direction, ça veut dire quoi ? Une meilleure direction pour avoir des résultats, parce que c'est ça qui nous meilleure direction pour soutenir le gouvernement, parce que jusque-là, Martine Aubry et vous et les autres, vous ne soutenez pas forcément. Si, moi j'ai voté le budget, j'ai voté le budget de la sécurité sociale. Je vous dis pas vraiment que j'étais d'accord avec tout, on s'en fout, tout particulièrement sur la question des collectivités. Moi, ce que je pense simplement, c'est que dans la période qui vient, j'entendais Claude Bartolone parler du rassemblement. Oui, il faut rassembler la gauche, mais il faut la rassembler autour d'un contenu. Voilà. Il n'y a pas de rassemblement sans contenu. Les électeurs écologistes, une partie des électeurs socialistes qui nous ont quittés
soit parce qu'ils se sont réfugiés dans l'abstention, soit dans un vote vers un autre parti. Ils attendent de nous à ce qu'on ne dise pas simplement rassemblement, mais qu'on donne un contenu. Il y a des propositions qui sont sur la table, des uns et des autres. Et c'est ça qui fait la richesse, justement, de la gauche, c'est qu'on profite de sa diversité, et peut-être qu'un peu plus d'écoute, à peu près après cette défaite, va permettre de trouver les bonnes solutions. Justement, un petit peu plus d'écoute, c'est ce que vous avez demandé lors d'un rassemblement avec vos proches et avec Martine Aubry. On voit ça en images, en sujet, en reportage, et on en discute juste après. Pas de prise de parole, mais une présence à l'Assemblée nationale qui s'apparente à une démonstration de force. Martine Aubry a réuni ses troupes hier. La maire de Lille et ses soutiens demandent une réorientation du pacte de responsabilité. Nous le voyons avec elle plutôt du côté d'un soutien massif à l'investissement privé et public, c'est-à-dire un autre usage de ce pacte de responsabilité. S'il était d'une efficacité massive pour l'investissement et pour l'emploi, nous aurions fait amende honorable. Ça n'est pas le cas. Depuis le soir du second tour, Martine Aubry mène l'offensive contre l'exécutif, qu'elle accuse d'être responsable de la défaite des élections départementales. Le président de la République pourrait alors donner des gages à l'ancienne première secrétaire du PS, redistribuer quelques milliards d'euros du pacte de responsabilité vers l'investissement public et privé. Mais au gouvernement, on refuse d'y voir une réorientation. L'action du gouvernement sur ce sujet du pacte de responsabilité, elle est très claire. On ne remet pas en cause les choix qui ont été faits de soutenir l'industrie, l'entreprise, parce qu'on a perdu beaucoup de parts de marché et beaucoup de compétitivité. On ne va pas y revenir. C'est un choix qui a été fait. Réorientation, non. Après, qu'on soit capable de regarder et de mettre en place, après ce qui s'est passé, et aussi parce qu'il y a besoin de conforter la croissance des éléments, être à l'écoute, être capable de corriger un certain nombre de choses, ça fait partie du débat. La majorité se montre fébrile à 2 mois du congrès du Parti socialiste. Martine Aubry déposera-t-elle une motion contre Jean-Christophe Cambadélis? Rassemblera-t-elle au-delà de son camp les frondeurs par exemple? Elle réserve sa réponse à mardi prochain, le temps de faire monter les enchères. Alors François Lamy, Jim Jarassé nous a rejoint du Figaro. Il va vous poser des questions très personnelles dans un instant. Mais moi, je voudrais une question très franche, très claire, et j'espère une réponse aussi très claire. Est-ce que Martine Aubry va déposer une motion au Congrès du Parti socialiste? Ça, on verra ça, je suis très clair, on saura ça la semaine prochaine, puisque c'est le 11 avril, au moment de ce qu'on appelle le Conseil national de synthèse. Eh bien, on attend, contrairement d'ailleurs à ce que dit le commentaire du reportage, on ne mène pas l'offensive contre l'exécutif. On mène l'offensive pour aider l'exécutif. Parce qu'on souhaite que la deuxième partie du quinquennat réussisse. Ça suppose qu'effectivement, on soit dans l'écoute, dans le dialogue. Il y a eu des propositions qui ont été mises sur la table. Vous savez que Martine Aubry a rencontré avec Jean-Marc Ayrault le président de la République. Elle a eu l'occasion d'avoir un petit déjeuner à Lille avec le Premier ministre. Elle a fait part de ces propositions. Et donc, la question de la motion ou pas motion est une question qui n'intéresse personne. La question qui se pose, c'est de savoir où est-ce qu'on va être le plus utile pour pouvoir aider le gouvernement. Et ce congrès, il doit servir à ça. Mais... Un congrès, vous savez, pour que vos téléspectateurs comprennent, on a toujours l'impression d'une grande messe avec des conflits de pouvoir. Honnêtement, on s'en moque. La question des places à l'intérieur du Parti socialiste, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on soit en capacité de faire que ce congrès soit utile pour que le quinquennat réussisse. Mais vous n'avez pas rejoint. Nous sommes le parti au pouvoir. Oui, François, mais vous n'avez pas rejoint la motion de Benoît Hamon, qui est un peu l'aile gauche du Parti socialiste. Vous vous attendez encore pour savoir si vous allez rejoindre celle de Jean-Christophe Cambadélis, qui est plutôt majoritaire. Vous êtes au milieu. Vous voulez jouer l'arbitre, c'est ça? Nous sommes. On peut constater peut-être qu'effectivement, on est en position centrale. C'est-à-dire un point d'équilibre entre la gauche du parti et puis son aile plus, entre guillemets, droitière. Bon, on est soucieux à la fois... Non, on ne fait pas monter les enchères. On est soucieux que la gauche réussisse. Vous savez, moi j'ai été aux côtés de Martine Aubry, son conseiller politique, pendant toutes les années d'opposition après le fameux congrès de Reims. On a regagné toutes les élections. Moi j'ai coordonné les régionales, les départementales. On a travaillé pour que le projet socialiste soit adopté à l'unanimité. On n'a pas fait tout ça. On
a fait la primaire, qui a bien fonctionné, qui a permis le rassemblement après. On n'a pas fait tout ça pour qu'à l'arrivée, ce quinquennat échoue. Mais et donc, nous, ce que nous l'émotion, souhaitons, c'est la guerre. Voilà, mais non, pour l'instant, c'est on jugera dans le courant de la semaine où est-ce qu'on sera le plus utile pour continuer à aider à soutenir l'exécutif et le président de la République. Et ça suppose des fois, de temps en temps, j'allais dire, de montrer notre capacité à bouger. Justement, une motion, c'est un moyen aussi de défendre vos idées, de continuer à exister. Quel intérêt auriez-vous à rejoindre une motion? Une motion, c'est un texte. Voilà, si c'est un texte qui est pris et qui est rangé dans un tiroir, comme ça arrive souvent dans les textes du Parti socialiste, ça ne nous intéresse pas. Si en revanche, l'endroit où nous nous positionnons, si c'est avec Jean-Christophe Cambadélis ou avec d'autres, mais là je vous dis, on verra ça la semaine prochaine. Nous, ce que l'on souhaite surtout, c'est qu'on soit en capacité de voir avec l'exécutif comment faire évoluer la politique. On ne demande pas le changement de la politique. Donc il y a un on point se situe, par exemple, en matière d'investissement à l'intérieur des 40 milliards. Et vous le disiez tout à l'heure, on souhaite que ça soit rééquilibré. On souhaite qu'on puisse travailler d'une manière plus forte sur les inégalités territoriales qui ont tant pesé sur les élections départementales. On souhaite que sur un certain nombre de domaines, les choses bougent, qu'elles se rééquilibrent, qu'elles se réorientent. Et alors, si on a bien compris, vous y voyez des signes depuis quelques jours. Il y a un signe qui fait faire vous. Donc la tendance serait plutôt un rapprochement. Pour l'instant, la tendance est d'être à regarder ce qu'on va nous proposer. Voilà, et puis on prendra la décision au moment Et dernière question. Toutes les options sont sur la table. Voilà. Vous êtes ouvert. On prendra la décision Il paraît au courant de la semaine prochaine. Que Martine Aubry doit rencontrer à nouveau François Hollande. Oui, non? Moi, vous savez, je ne dis jamais cela. Voilà. Je ne dis jamais quand il y a des rencontres. Je ne dis jamais le contenu des rencontres parce que je crois en politique, comme je le dis souvent, quand on fait un peu de diplomatie politique, il faut toujours rester. Mais vous nous parlez de quelque chose. Mais vous n'excluez pas une rencontre. Je n'en sais rien. Alors, c'est l'heure d'accueillir François Lamy, notre partenaire du Figaro, pour un décryptage de l'actualité politique. C'est la loupe du scan. Jim Jarachet, bonjour. On va reparler de Martine Aubry. Tout à fait, on a beaucoup parlé de Martine Aubry, décidément. Elle vous a confié il y a quelques jours une mission sur la politique de la ville à Lille. Vous voilà installé pour de bon dans le département du Nord. Quelles sont vos ambitions dans ce département? Est-ce que vous visez les régionales, les prochaines législatives? Est-ce que vous avez déjà une idée en tête? Vous savez, c'est une vision de la politique qui n'est pas la mienne, qui consiste à croire que dès qu'on fait quelque chose, on a toujours un objectif en termes de mandat, de conquête. C'est pas votre cas? Ça n'a jamais été mon cas. Voilà. J'ai jamais bâti ma vie politique en établissant un plan de carrière, donc je vais pas commencer à 55 ans. Bon, j'ai fait un choix qui était de dire que sur le territoire dans lequel j'évoluais politiquement, dans lequel je vivais, à savoir l'Essonne, j'avais, je crois, rempli ma mission et qu'il fallait passer à autre chose. Elle m'a proposé de venir à Lille. Bon, j'y vis, j'y milite. Et puis après on verra quoi. Voilà. Là en revanche, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que dans la mission qu'elle m'a confiée, qui dépasse d'ailleurs la politique de la ville, sur la question du vivre ensemble, c'est d'essayer de comprendre pourquoi dans une ville qui est une ville très riche, très populaire, très riche, j'allais dire non pas financièrement parce que c'est une ville pauvre, mais très riche en termes de relations humaines, dans une ville populaire, pourquoi est-ce que même quand on a dans un quartier mené une action assez forte, pourquoi il y a certains déclics, certains ressorts qui ne fonctionnent pas. Voilà. Et ça m'intéresse de regarder pourquoi. Justement, vous parliez de l'Essonne, c'est la circonscription dans laquelle vous avez été élu. Est-ce que vous y rendez encore Bien sûr. Fréquemment? Donc, comment vos électeurs ont pris le fait que vous partiez à Lille? Vous savez, ceux qui m'aiment bien ont compris. Et d'autres? Voilà. Ceux qui ne m'aiment pas crient à la désertion, alors qu'ils n'avaient pas envie que je reste. Vous n'avez jamais exclu le fait de démissionner de votre mandat dans l'Essonne si vous partez à Lille? Moi, j'effectue, alors c'est un peu compliqué en termes d'emploi du temps, mais ça c'est plutôt mon problème. Voilà. Bien sûr. Je continue, vous savez, la semaine, je suis sur le territoire où entre autres il y a une partie du plateau de Saclay, donc un enjeu assez important en matière de recherche et d'innovation. La semaine dernière, j'étais en train de travailler avec le directeur général de Polytechnique, avec son équipe. Voilà, je m'organise, j'ai toujours une cellule locale. Voilà, j'essaie d'aider au mieux. Alors on retourne sur l'Essonne, voilà, bon. Toujours sur l'Essonne, votre suppléant à l'Assemblée, Jérôme Gage, a été battu dimanche au second tour pour les départementales. Alors certains au PS, comme Julien Drey, il s'est exprimé publiquement. Il s'est excusé aussi. Emmanuel Valls, dit-on, lui reproche d'avoir préféré faire campagne à la télévision pour dénoncer la politique du gouvernement plutôt que d'aller sur le terrain
au contact de ses électeurs. Oui. Est-ce que cette critique est justifiée? Non, elle n'est pas justifiée. D'ailleurs, Julien Drey, je crois, s'est excusé. Au contraire, Jérôme a mené une fantastique bataille de terrain, mais pas uniquement pendant la campagne. Depuis qu'il est élu président du Conseil général, c'est un peu le drame de cette élection, c'est qu'on n'a pas assez parlé des compétences du Conseil général, de ce qui a pu être fait. Vous savez, à côté, dans ma circonscription à Morangis, on a inauguré ensemble, il y a 2 ans, une maison de retraite, un magnifique établissement à 60 € par jour. Voilà, ce qui permet du coup un accès pour belle tous. campagne Donc voilà, je crois qu'ils ont fait le maximum, mais qu'il y avait un certain nombre de facteurs extérieurs qui ne permettaient pas de garder le Conseil général. Remarquez que dans son canton, il a été élu et que ce canton est dans sa future circonscription, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être qu'il sera candidat, oui. Ah, d'accord. Alors, ce mardi, on l'a dit tout à l'heure, c'était les 1 an de Manuel Valls à Matignon. J'ai une petite question. Quel cadeau auriez-vous aimé lui offrir à cette occasion? Je vais vous en proposer 4. Alors, la première, une prothèse auditive pour qu'il entende mieux les revendications à sa gauche. Un livre de Keynes, alors on parle d'investissement, justement, de théorie économique sur l'investissement. Un billet d'avion pour qu'il s'en aille loin en vacances. Ou alors une balle anti-stress? Non, je prendrais le billet d'avion, mais pas pour qu'il aille en vacances. Ah. C'est parce que ça fait référence à ce qui a circulé lorsque j'ai quitté le gouvernement, où il m'avait conseillé de prendre de longues vacances. Bon. Donc je lui enverrai plutôt un billet d'avion que j'aurais moi-même utilisé pour lui montrer que j'avais suivi ses conseils et je suis revenu en pleine forme. Vous l'aviez mal pris, cette réflection de Manuel Valls? C'est jamais très facile de quitter un gouvernement, surtout quand on est engagé dans une action aussi passionnante que celle que j'avais sur des quartiers populaires. De revenir, Après, vous savez, oui, c'est vrai qu'on m'a proposé de revenir, que j'ai refusé parce que ce n'était pas cohérent politiquement. Et si on vous propose à nouveau, je n'ai aucune animosité envers Manuel Valls, que je connais depuis très très longtemps. On a travaillé ensemble il y a 30 ans. Si on vous propose de revenir à nouveau. Mais la question ne se pose pas comme ça. C'est toujours le contenu politique qui doit guider l'action. Au fin août, j'ai estimé que je serais plus utile à l'extérieur qu'à l'intérieur du gouvernement. Voilà. Bon. Si jamais on a dans les semaines qui viennent des choses qui bougent, si ça se rééquilibre dans le sens que nous souhaitons, et si c'est utile que le président de la République juge de réélargir, et je pense que ça serait utile, sa majorité, son gouvernement, à toutes les sensibilités du Parti socialiste, aux écologistes et ainsi de suite, chacun prendra ses responsabilités. J'ai toujours eu pour habitude de le faire, mais le sujet, c'est un point d'aboutissement. Voilà. L'important, c'est la réussite du quinquennat, c'est le fait que ces 2 ans soient utiles. Après, le reste n'a pas d'importance. Merci Jim. Merci. On se revoit la semaine prochaine, bien entendu. Le Sénat, on va retourner au Sénat cette fois, qui a ouvert le débat sur la lutte contre la prostitution. Le texte voté en 2013 à l'Assemblée nationale a été profondément modifié. On voit ça avec Savaria Rojek. Inacceptable, scandaleux, les mots sont violents après le vote par le Sénat du texte sur la prostitution, car les sénateurs ont complètement modifié l'esprit de la loi. Ils ont supprimé la pénalisation du client et rétabli le délit de racolage, la mesure la plus efficace pour lutter contre les réseaux, selon le président de la commission spéciale. Nous déposons le rétablissement du délit de racolage, parce que sans ce rétablissement, Madame la ministre, je vous le dis très sincèrement, nous serions sur un texte qui se trouverait en état d'apesanteur. Pour la gauche, au contraire, rétablir le délit de racolage revient à criminaliser les prostituées. Quant à la pénalisation du client, l'objectif de la mesure était de montrer que c'est bien ce client qui crée la prostitution, comme explique Laurence Cohen. Ne pas mettre la pénalisation des clients, c'est tolérer ces violences sexuelles et tolérer le fait qu'on fasse du corps une marchandise, un commerce. Et refuser de faire entrer effectivement les clients dans le système prostitutionnel, c'est réfuter toute la réalité de la prostitution. Pour Marisol Touraine, le Sénat a fait des prostituées non pas des victimes, mais des coupables. La ministre des Affaires sociales qui parle de mépris à l'égard des femmes. La pénalisation des clients sera réintroduite lors du retour du texte à l'Assemblée. Le Parti socialiste a dit que c'était un texte régressif et il montre la déconnexion du Sénat avec les enjeux de la société. Oui, mais je pense qu'effectivement le Sénat, est revenu à ses positions très conservatrices. Bon. Sur la question de la prostitution, en considérant finalement qu'il n'y avait pas de responsabilité du client et que c'était finalement la prostituée qui était responsable de son état de fait. Bon. Après,
Moi, je pense que sur ce dossier-là, il faut qu'on aille plus loin sur un domaine dont on ne parle pas assez, qui est surtout la pénalisation des réseaux. Voilà. De ceux qui exploitent ces femmes à des fins financières. Et quand je dis exploite, de manière, des fois, totalement inhumaine, quoi. Bon. Et je crois que c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait, dans les mois qui viennent maintenant, que l'on porte notre action. C'est ça qui serait le plus efficace. Parce qu'une loi qui ferait que, finalement, on repousse ou on cache les prostituées pour que ça ne se voit pas, ne serait pas une loi efficace, quoi. On passe au mercredi. Mercredi, le Premier ministre interpellé à l'Assemblée sur la question de la suspension d'un directeur d'école écroué pour viol sur élève. Une députée UMP a mis en cause la politique pénale et le laxisme du gouvernement dans cette affaire. Selon elle, très en colère, le Premier ministre lui a répondu. Écoutez cet échange mercredi dans l'hémicycle. Nous sommes inquiets car le laxisme de votre politique pénale depuis 3 ans n'est pas compatible avec la fermeté qui doit en l'espèce s'appliquer. Depuis que cette histoire est connue, d'autres cas semblent apparaître, ce qui laisse penser que la non-transmission par la justice des condamnations à l'éducation nationale est chose fréquente. L'affaire de Villefontaine a commencé en 2008. En 2008, Madame la députée, Najat Vallaud-Belkacem le rappelait tout à l'heure, plutôt que de chercher une nouvelle fois, comme vous l'avez fait pendant toute la campagne, à chercher la polémique avec le gouvernement, la polémique avec la majorité, la polémique avec la garde des Sceaux, pour la salir, comme certains ont voulu salir Madame Najat Vallaud-Belkacem. Alors assez, ça suffit à chaque fois, sur ces sujets-là, sur la sécurité, sur la délinquance, sur la justice, assez. Et moi je le dis à la majorité, Madame la députée, je le dis à toute la majorité, il ne faut plus se laisser faire par les attaques, par la démagogie, par l'outrance qui a été en permanence la vôtre. Je n'accepterai plus, Madame la députée, que vous nous traîniez à chaque fois dans la boue. François Lamy, vous étiez dans l'hémicycle à ce moment-là, il y a eu beaucoup de tumulte. Est-ce qu'il a eu raison de réagir comme il l'a fait? Bien sûr qu'il a eu raison de réagir. C'est scandaleux de se servir de ce qui s'est passé, de cet acte, enfin de cette situation où on retrouve un instituteur, un directeur d'école qui commet des actes pédophiles, voilà, et de s'en servir à des fins politiques. Voilà. Je crois que on peut pas faire ça, on peut pas tout faire en politique. Voilà. Et en l'occurrence, Christiane Taubira n'est pour rien dans ce qui s'est passé à Villefontaine, comme Najat Vallaud-Belkacem. C'est pas le fruit, c'est pas le fruit d'une politique. C'est effectivement peut-être que on verra qu'il y a eu des choses peut-être à renforcer. C'est l'objet de l'enquête entre les deux inspections générales du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Justice pour essayer de comprendre pourquoi systématiquement la justice ne transmet pas ces dossiers-là à l'éducation nationale. Vous voyez une forme de stigmatisation de ces deux ministres, que ce soit Christiane Taubira? Oui, il y a une volonté de la droite qui est très claire, de vouloir à chaque fois frapper à travers ces deux personnes, des politiques qui sont menées. Bon, mais on ne va pas faire croire que c'est la politique de Christiane Taubira qui a fait que tout d'un coup, ce qui s'est passé à Villefontaine a été rendu possible. C'est faux. Donc il est vrai que Manuel Valls a raison, il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. On ne peut pas, comme je vous le disais, tout se permettre en politique. Il a réagi avec beaucoup de colère. Mais il a eu raison parce que nous étions tous en colère à ce moment-là. Moi j'ai le souvenir, et c'est souvent malheureusement le cas à droite, le fait qu'on se serve d'un crime, d'un fait divers, des fois odieux, pour tout d'un coup en rendre responsables les responsables politiques, le gouvernement en place, l'exécutif. C'est intolérable, quoi. Alors, toujours à l'Assemblée, François Lamy, il y a eu cet amendement socialiste voté dans le cadre de la loi santé. Il interdit l'emploi des mannequins anorexiques. C'est une bonne chose? Oui, tout à fait, oui. Tout comme cette loi est une excellente loi de gauche. Voilà. Et moi, je souhaite que... Mais oui, parce qu'on ne le dit pas assez. Donc, des fois, on a l'impression que les électeurs n'ont pas l'impression que l'on mène la bonne politique. Donc, à chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir le dire, oui, c'est une vraie loi de gauche qui vise, qui n'est pas uniquement guidée par des soucis financiers, de rigueur, de sérieux. Il y a effectivement ce souci-là de la part de Marisol Touraine, mais il y a une volonté de changer les choses pour la santé des Français, de faire que ça aille
mieux, et de le faire avec plus de justice. C'est le cas avec le tiers payant, entre autres sur le fait qu'on ne soit plus obligé de faire l'avance à son médecin des frais de soins. Donc c'est une vraie loi de gauche qu'il faut soutenir, oui. C'est vrai qu'il y a des rapprochement cette semaine, hein, non, mais je dans le le disais ton la un petit semaine peu d'avant. Je le disais la semaine d'avant aussi. On n'a pas changé. On va passer non. On va passer au jeudi, on va parler du 3e tour des élections départementales. On élisait évidemment le président des conseils départementaux. Et on vous propose donc le bilan de ce 3e tour, petit tour de France de ces élections départementales, le 3e tour avec Sandra Cerquera. C'est la surprise de ce 3e tour des départementales. La chute du président du Conseil général depuis 30 ans. Pour moi, c'est clairement la victoire de l'UMP qui avait perdu dans les urnes. Jean-Michel Baillet comprend au dernier moment qu'il n'aura pas de majorité et décide de laisser sa place à la maire PRG Marie-Claude Nègre. Elle sera battue par Christian Astruc, d'Hiver Gauche, soutenu par la droite, 18 voix contre 12. Dans les Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, qui n'avait aucune chance de l'emporter, décide de jeter l'éponge. Sans surprise, c'est la droite arrivée majoritaire qui prend pour la première fois la présidence du département. L'UMP Martine Vassal est élue dès le premier tour. Je crois que ce qui est important, c'est que la machine continue à fonctionner. Et ensuite, par la suite, nous appliquerons le programme pour lequel nous avons été élus. Il aura fallu un 3e tour dans l'Aisne pour choisir le nouveau président. Et l'élection n'a pas été simple. C'est grâce à un accord UMP-UDI que Nicolas Fricotto a été élu à la majorité relative. Mais sans réelle majorité, la droite n'a pas les mains libres pour faire adopter les budgets. La gestion du département s'annonce difficile. Je chercherai des partenaires pour voter avec bon sens. Dans le Vaucluse, jusqu'au bout du scrutin, le FN a présenté un candidat avec le soutien des élus extrême droite de la Ligue du Sud. Mais l'élection très serrée s'est jouée entre la droite et la gauche, restant à égalité. L'UMP l'emporte finalement face au PS grâce à la règle du bénéfice de l'âge. Maurice Chabert, 71 ans, est le nouveau président du Vaucluse. En Corrèze, le chiracien Pascal Coste est élu au premier tour face au socialiste Gérard Bonnet, une prouesse dans le fief de François Hollande. Enfin, en Lozère, c'est bien la socialiste Sophie Pantel qui est élue dès le premier tour, seul département à basculer à gauche. Jean-Michel Baillet est conduit, c'est la fin d'une époque. Oui, c'est la fin d'une époque, ça faisait 45 ans, je crois. Voilà, donc je crois que dans le département du Tarn-et-Garonne, une page est en train de se tourner. Voilà, une histoire très longue, très compliquée, très... Parti radical de gauche aussi qui est en train d'un petit peu plonge ses racines très profondément. Hein. Dans le Tarn-et-Garonne, c'est une terre radicale. Voilà, il y a... tout le monde sait que Jean-Michel Baillet est à la fois le patron du PRG, mais aussi le patron de la Dépêche. Bon, voilà, c'est la fin d'une époque, oui. Et ça fait d'un parti, non, je ne crois pas, parce que le PRG survivra à la perte du département du Tarn-et-Garonne, je pense. En tout cas, je l'espère. Bon, mais c'est vrai qu'on a, à l'occasion de ce 3e tour, des endroits où, effectivement, soit on met fin à une époque, soit on fait fin à un système. Une nouvelle génération aussi. Au Bouches-du-Rhône. Oui, il y a là où les élus sont là depuis trop longtemps. Et vous savez, d'ailleurs, ça a été un des éléments de ma réflexion pour mon départ de l'Essonne. Ça faisait 30 ans. Voilà, il ne fallait pas faire le mandat de trop, quoi. Une réaction peut-être sur les mots prononcés cette semaine par Jean-Marie Le Pen, qui persiste et signe sur les chambres à gaz. Détail de l'histoire, un commentaire. Ça sera jugé, j'espère, sévèrement par la justice. Voilà. Et puis, une fois de plus, je crois que... C'est le mot de trop pour le FN. Est-ce que ça aura des conséquences? Mais c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on va constater qu'il n'y a pas de conséquences à l'intérieur des structures du FN. C'est-à-dire que M. Le Pen va rester le président d'honneur. Bon. Et c'est ça qui est grave. Pour conduire la liste lui, on savait ce qu'il pensait. Lui, on sait qu'il a été plusieurs fois condamné pour racisme ou une fois pour antisémitisme. Donc voilà, on connaissait le personnage. Mais le problème, c'est que ça ne se traduit jamais dans l'organisation du Front National. Et qu'en fait, derrière le phare, derrière les masques, c'est toujours les mêmes. D'ailleurs, il l'a très bien dit quand j'ai vu son interview. Il dit qu'il y a des gaullistes. J'en ai pas vu beaucoup. Il dit qu'il y avait des anciens pétainistes. Là, effectivement, c'était le cœur du système, quoi. Disqualifié pour conduire la liste en région PACA pour les régionales? Mais bien sûr, enfin, c'est pour moi de juger ce que fera le Front National. En tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on soit en capacité de rassembler la gauche pour pouvoir empêcher que le Front National puisse conquérir la région PACA, bien sûr. On va passer sur un tout autre sujet. Hein. Ça s'appelle le plus de l'hebdo et on le consacre cette semaine à la radio et à la télévision publique.
Plus de 15 jours de grève pour Radio France, qui se cherche aussi un nouveau patron du côté de France Télévisions. Le service public en France est-il malade? On va poser la question et les bonnes réponses avec Simon Barbary. Plus de 15 jours de grève à Radio France, du jamais vu depuis 20 ans, et comme une prise de conscience pour ses auditeurs d'un audiovisuel public en pleine crise. 21 millions d'euros de pertes pour la Maison Ronde cette année, la prévision d'un plan social de plusieurs centaines de salariés, et une crise qui tourne à l'affrontement politique. L'UMP et Nicolas Sarkozy y voient un scandale d'État et pointent du doigt la gestion de l'audiovisuel public sous François Hollande. Vous ne tenez pas les engagements budgétaires de l'État envers Radio France. Ce sont plus de 87 millions d'euros qui manquent sur la période 2012-2014. C'est votre gouvernement qui est responsable de la crise actuelle de Radio France. Si Radio France est en pleine tourmente, France Télévisions, elle, n'en est pas loin. Un plan de départ volontaire doit prochainement toucher 400 postes, des audiences à la baisse, près de 10 millions d'euros de déficit cette année et la désignation de son président qui fait débat. Le mois prochain, le CSA nommera le futur PDG de France Télé. Une procédure opaque pour l'UMP. L'opposition a la mémoire courte pour le gouvernement. Parce qu'il faut quand même se rappeler comment cela se passait de votre temps. Les nominations et la vie, c'était simple comme un coup de fil du président de la République. S'il vous plaît, monsieur Meunier, monsieur Meunier. Alors où est la modernité et la transparence là-dedans? Pouvez-vous me le dire? Des affrontements partisans qui ne doivent pas faire oublier les véritables enjeux de cette crise, le modèle économique et les valeurs de l'audiovisuel public à redéfinir d'urgence. Alors, au sujet de Radio France, la Cour des comptes est sévère. Elle pointe des défaillances qui ne sont pas acceptables et des coûts qui sont en augmentation. Est-ce que l'État a sa part de responsabilité dans cette situation? Moi, pour vous dire la vérité, c'est un dossier que je connais peu. Bon, j'ai pas eu l'occasion de lire le rapport de la Cour des comptes. C'est le service public. Moi, ce qui me semble, très important, effectivement, mais c'est à la fois, j'allais dire, en tant qu'usager, puisque moi, je suis un fidèle auditeur ou téléspectateur du service public. Je pense aussi aux salariés, parce que on voit des salariés qui sont vraiment, j'allais dire, motivés, c'est même pas le mot, enfin, qui sont pleinement à l'intérieur passionnés par leur métier. Bon, et donc, je pense qu'il faut que les discussions, les négociations aboutissent. Voilà. Après, c'est vrai que s'il y a eu des erreurs de gestion, il faut qu'on les corrige. Il faut qu'on se pose la question aussi effectivement de la rationalisation peut-être de certaines démissions entre, je pense à France Inter, à France Info, peut-être qu'en gardant la spécificité des deux stations, on soit en capacité peut-être de mutualiser aussi. Bon, il y a certainement des choses à faire pour être aussi performant, aussi bon que l'est le service public. Vous entendez aussi ce que disent les gens, hein, après tous ces rapports qu'on a entendus, c'est une sorte de gabegie financière, encore une fois. Oui, je me méfie, parce que les rapports de la Cour des comptes traduisent des fois des réalités, bon, et puis des fois traduisent aussi des options qui sont un peu plus politiques. Un mot peut-être en quelques secondes. Voilà, je fais attention, moi je fais confiance en tout cas moi aux professionnels. Un mot sur cet homme, Mathieu Gallet, qui est un peu un bouc émissaire en ce moment. Attaqué de toutes parts. Est-ce qu'il s'est trompé dans sa gestion? Visiblement, enfin, quand on est PDG de Radio France et qu'on se retrouve avec, combien on a dit, on est à 16 ou 17 jours de grève, c'est qu'il y a peut-être un petit problème, quoi. En tout cas, dans la discussion avec ses salariés. Je veux dire, bon, après, il y a un certain nombre d'erreurs qui sont montrées du doigt, de rénovation de bureaux. Voilà. Je pense qu'il faut que, tout comme les responsables politiques, d'ailleurs, un certain nombre de responsables d'entités comme celle de Radio France comprennent que le monde a changé. Voilà, et que les gens ne sont plus prêts à accepter n'importe quoi. Ce qui était possible, valable, il y a 20 ans, ne l'est plus maintenant. Eh bien, le monde a changé. Ce sera donc les paroles de la fin. Merci de la fin de cette émission. Merci François Lavie. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.